Le sable s'est soulevé autour de moi comme s'il y avait une tempête miniature concentrée sur mon corps. Il y a environ 7 ou 8 ans, j'étais à une cérémonie d'illumination d'arbres de Noël avec ma famille. Sur le site, il y avait aussi une exposition de grandes cartes de vœux réalisées par des écoliers. Des générateurs et d'immenses projecteurs de plus de 3 mètres de haut étaient installés un peu partout sur le terrain pour éclairer les cartes jusqu'au moment où les lumières principales seraient allumées. Mes frères, sœurs et moi jouions dans les zones d'ombre, quand nous avons remarqué quelque chose d'absolument dingue. Sous un de ces projecteurs, ma tête ne projetait aucune ombre. Ce n'était pas un effet d'angle, ni la lumière d'un autre projecteur qui effaçait la silhouette, ni une erreur de perception. Mon corps projetait bien une ombre, mais ma tête rien du tout. On a éclaté de rire au début. J'ai levé les mains de chaque côté de ma tête pour faire une grimace dans l'ombre, et là, mes frères et sœurs ont arrêté de rire net et se sont mis à fixer le sol. J'ai regardé, mes mains projetaient bien leur ombre, mais ma tête, non. J'ai déplacé ma main devant mon visage, l'ombre de la main restait visible, mais toujours pas celle de ma tête. Je l'ai mise derrière ma tête, même chose, la main apparaissait, mais pas la tête. J'ai pris le chapeau de mon frère et l'ai posé sur ma tête, le chapeau avait bien son ombre, mais pas ma tête en dessous. J'ai appelé mes parents pour leur montrer, mais ils ont cru qu'on plaisantait et n'ont pas pris la peine de regarder vraiment. Aucun autre projecteur n'avait le même effet. En partant, j'ai couru jusqu'à ce même projecteur pour revérifier. Après quelques secondes, l'ombre de ma tête est réapparue, comme si de rien n'était. Quand j'étais enfant, j'avais une fascination étrange pour les catastrophes. Celle qui me troublait le plus étaient les désastres naturels, comme les tornades ou les tremblements de terre. J'apprenais tout ce que je pouvais sur ces phénomènes, mais c'est en découvrant l'histoire du Titanic que quelque chose a vraiment changé en moi. Ce naufrage m'obsédait, comme si j'avais un lien invisible avec lui. Bien avant la sortie du film, alors que personne n'en parlait encore, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais sur le Titanic. L'air était glacé, le pont humide, les cris résonnaient dans la nuit. Je voyais les lumières du navire vaciller tandis que l'eau montait lentement autour de moi. Ce rêve m'avait marqué au point que je m'en souvenais des années après, sans comprendre pourquoi. Quand le film est sorti, j'étais chez une amie pour une soirée pyjama. Nous avons commencé à le regarder sans que je m'attende à quoi que ce soit. Mais à un moment précis, une scène est apparue à l'écran et j'ai reconnu chaque détail. C'était exactement la scène de mon rêve. Je me suis figé, incapable de respirer, et les larmes ont commencé à couler sans que je puisse les arrêter. Mon corps refusait de bouger. Je voyais la scène se dérouler sous mes yeux comme si je la vivais à nouveau, comme si quelque chose que j'avais déjà connu se rejouait devant moi. Mes amis, paniqués, ont dû tirer mon sac de couchage pour m'éloigner du salon et rester avec moi toute la nuit. J'étais terrorisé sans savoir pourquoi. Et puis, il y a un autre souvenir, plus étrange encore. Celui du jour où la navette Challenger a explosé. Je me souviens l'avoir vue à la télévision. J'ai vu la traînée blanche dans le ciel se séparer, j'ai entendu les voix tremblantes des commentateurs, et j'ai pleuré. Le problème, c'est que je n'étais pas encore né ce jour-là. Pourtant, enfant, j'en parlais comme d'un événement récent, persuadé d'y avoir assisté. J'avais 5 ans quand mes parents m'ont fait remarquer que c'était impossible. À cet âge, je ne regardais presque jamais la télévision. Je passais mes journées à la maison ou chez ma tante, et quand l'écran s'allumait, c'était uniquement pour des cassettes VHS. Il n'y avait aucune raison que j'aie vu ces images. Je n'ai jamais trouvé d'explication à ces deux souvenirs. Quand j'avais entre 4 et 6 ans, j'avais une chambre assez grande pour un enfant. Il y avait une petite télé posée sur ma commode, un ordinateur de bureau, et mon lit était dans un coin. Je précise ces détails parce qu'il n'y a vraiment aucune explication logique à ce qui s'est passé ensuite. La commode se trouvait à environ 1,50 m à gauche et presque 1 mètre devant mon lit simple. Un jour,
après avoir regardé Tom et Jerry ou un vieux dessin animé du même genre où un personnage grimpe dans un tiroir et le referme, j'ai voulu essayer. J'ai attrapé la chaise du bureau et j'ai mis ma jambe droite dans le tiroir du haut. Mon genou entrait tout juste, et mon pied restait coincé si je ne le tournais pas de côté. Si je le tournais, c'était alors mon genou qui se coinçait, mais bon, ça semblait fonctionner. Je commençais à perdre un peu l'équilibre, alors je me suis dit autant y aller à fond et j'ai sauté avec l'autre jambe pour essayer de la mettre aussi dans le tiroir. C'est là que la télé, un modèle de 20 pouces, a commencé à glisser droit vers mon visage. Toute la commode, à 5 tiroirs, était en train de basculer sur moi, et ma jambe était complètement coincée. En tournant la tête à droite, j'ai vu la rambarde métallique de mon lit. Et à ce moment précis, tout s'est figé. Comme si le temps s'était arrêté. L'instant d'après, je regardais le mur, juste au-delà du lit, et je suis tombé dessus. J'ai eu le temps de me retourner pour voir la commode basculer, les tiroirs à moitié sortis, la télé suspendue au-dessus, le câble figé dans les airs, avant que tout ne s'écrase par terre. J'étais étendu sur le lit, à environ 2 mètres de l'endroit où j'étais quelques secondes plus tôt. Je jure que quelque chose m'a téléporté sur le lit. Il n'y avait aucune possibilité que j'aie pu dégager ma jambe et sauter dans cette direction. J'ai déjà eu plusieurs accidents, même des accidents de voiture, et j'ai toujours gardé les yeux ouverts, par réflexe ou par peur. Mais je n'ai jamais rien vécu de semblable. Cette fois-là, j'ai eu l'impression que le temps s'était vraiment arrêté. Et quand tout est redevenu normal, j'étais plus haut que là où j'avais commencé, comme si on m'avait déplacé hors du danger en une fraction de seconde. Je me suis réveillé dans mon lit. Littéralement. Au lieu d'ouvrir les yeux en étant allongé, j'étais debout, les pieds posés sur le sol, tandis que mon corps traversait le matelas comme s'il n'était pas solide. Sur le moment, j'ai eu un choc, incapable de comprendre ce qui se passait. J'ai voulu bouger, mais une étrange pesanteur m'en empêchait. Puis, sans vraiment savoir comment, je me suis retrouvé allongé à nouveau, exactement à ma place, comme si rien ne s'était passé. Quelques semaines plus tard, un autre incident a eu lieu, cette fois chez un ami où je passais la nuit. Tout s'était déroulé normalement. Nous avions bricolé des matelas de fortune sur le sol, ri jusqu'à être épuisés, puis nous nous étions endormis. Au petit matin, j'ai ouvert les yeux, un peu engourdi, prêt à commencer une nouvelle journée avec lui. J'ai regardé autour de moi, tout semblait normal. Puis j'ai cligné des yeux, et je me suis réveillé à nouveau. La même scène, les mêmes sons, la même lumière filtrant à travers les rideaux. Une impression de déjà-vu parfaite. Je me suis dit que j'avais dû rêver. Sauf que cela s'est reproduit. Encore et encore. Chaque fois, je me relevais, croyant être enfin réveillé, avant de me rendre compte que tout recommençait. À partir du 5e réveil, j'ai commencé à paniquer. Je me suis tourné vers mon ami, j'ai essayé de le secouer, de lui parler, mais il restait immobile, respirant paisiblement, comme figé dans une réalité à laquelle je n'avais plus accès. J'ai dû me réveiller 9 ou 10 fois au total. Chaque fois, j'étais persuadé d'être revenu dans le monde réel, et chaque fois, je découvrais que je ne l'étais pas. La peur s'est transformée en confusion, puis en résignation. Je me suis demandé si j'allais un jour en sortir, si je n'étais pas prisonnier d'une boucle dont je ne pouvais pas m'échapper. Je vivais encore chez mes parents à cette époque, tout en allant à l'université dans la même ville. Je suis l'aîné de 4 enfants, et juste après moi vient ma sœur, qui avait 16 ans à ce moment-là. C'était un samedi soir. J'étais arrêté à un feu rouge, attendant qu'il passe au vert pour traverser la route principale et rentrer chez moi, à moins d'1 kilomètre de là. Ce feu avait un temps d'attente interminable, mais la visibilité y était excellente dans toutes les directions. J'avais bu 2 bières plus tôt dans la journée, mais je n'étais absolument pas en état d'ivresse. En général, après avoir attendu quelques minutes à ce feu, je finissais par le griller s'il n'y avait personne autour. Mais pas cette nuit-là. Cette fois, je suis resté immobile, comme hypnotisé. J'ai pensé à plusieurs reprises à passer, mais je ne l'ai pas fait.
Au moment exact où le feu est passé au vert, j'ai entendu des sirènes au loin, alors je suis resté arrêté. J'ai vu passer 2 voitures de police, un camion de pompiers et une ambulance. Ce n'est qu'après qu'ils ont disparu que j'ai repris la route. En rentrant chez moi, j'ai trouvé mon père et mon frère encore réveillés, je crois qu'ils regardaient un match à la télé. J'ai demandé si ma sœur était rentrée. Non, elle était partie avec son petit ami et sa meilleure amie dans la ville voisine pour voir le petit ami de cette dernière. J'ai simplement dit, « Papa, mets tes chaussures et pars dans cette direction. » Il n'a pas posé de questions, il a pris mon frère et ils sont partis aussitôt. Quelques minutes plus tard, ma sœur a appelé depuis une maison, en pleurs. Elle venait d'avoir un accident. Je lui ai dit que papa était déjà en route. Sa meilleure amie était pratiquement morte, éjectée à travers le pare-brise avant d'être projetée contre un arbre. On l'a transportée par hélicoptère et maintenue en vie le temps que sa famille arrive à l'hôpital. Le petit ami de ma sœur avait perdu connaissance et elle ne connaissait pas encore son état. Elle avait réussi à sortir de la voiture en rampant à travers les éclats de verre, puis avait titubé jusqu'à une ferme voisine. Les habitants, très gentils, lui avaient ouvert et permis d'utiliser leur téléphone en pleine nuit. Ils avaient été percutés par un conducteur ivre. C'étaient de bons gamins, en première, ils ne faisaient rien de mal. Mon père a pu éviter à ma sœur un trajet en ambulance, car elle n'avait que des blessures superficielles et les secours avaient d'autres urgences à traiter. Mon père ne sait pas pourquoi il m'a écouté sans poser de questions ce soir-là. Et moi, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas grillé le feu comme d'habitude. Ma sœur, elle, ne supporte toujours pas de conduire sur les routes de campagne la nuit. Pour être tout à fait complet, mon père avait déjà suivi une ambulance une fois auparavant, quand il savait que ma mère et moi étions à bord. Nous vivions alors en Corée du Sud, et j'étais encore un bébé. J'avais contracté un virus local et ma fièvre était montée à 41 degrés Celsius. Mon père revenait de mission en Jeep quand il a vu passer l'ambulance en sens inverse. Sans réfléchir, il a fait demi-tour et l'a suivi. Peut-être que cette intuition c'est quelque chose qui coule dans notre famille. Quand j'étais au collège ou peut-être au lycée, ma mère et moi avons fait 2 rêves différents qui se sont rejoints de manière troublante, comme s'ils avaient été 2 chemins menant à la même fin. Dans mon rêve, j'étais dans une ville peuplée de démons. L'air y était lourd, les rues pavées et étroites semblaient anciennes, presque européennes, et des ombres passaient entre les bâtiments. Nous étions plusieurs humains rassemblés pour apprendre à nous défendre. Des instructeurs nous observaient avec gravité et nous ordonnèrent de tendre la main droite, paume vers le sol. Ils désignèrent d'abord nos 2 doigts gauches, puis les 2 droits, puis la base de la main, expliquant que chacune de ces zones représentait une force. Vivre, torturer, mourir. C'était le pouvoir de notre main, une arme qui se déclenchait quand on la touchait de la gauche. Je me suis ensuite retrouvé seul dans cette ville, marchant parmi les ruines et les silhouettes démoniaques, essayant de décider qui devait vivre, qui devait mourir, et lesquels devaient être torturés pour disparaître définitivement. Chaque geste de ma main déclenchait des éclats de lumière, des cris, des effacements. J'avais la sensation d'agir dans un monde qui ne devait pas exister, mais où tout semblait incroyablement réel. À un moment, j'ai levé les yeux vers les nuages qui recouvraient la ville. Dans cette brume blanche, j'ai aperçu ma mère. Elle était là, immobile, presque paisible, comme si elle m'attendait. Je ne me souviens plus vraiment de ce qu'elle faisait, les détails se sont effacés avec les années, mais je sais que je l'ai vue. Le lendemain, je lui ai raconté ce rêve étrange, surtout cette apparition dans les nuages. Elle m'a regardé avec sérieux et m'a dit qu'elle aussi m'avait vu cette nuit-là. Son rêve, pourtant, était complètement différent. Elle ne se trouvait pas dans une ville de démons, mais dans un espace calme, au-dessus des nuages, comme suspendu entre ciel et vide. Et c'est là qu'elle m'a aperçu, moi, en contrebas, combattant quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Nos 2 récits se rejoignaient parfaitement à ce moment précis. La même position, le même instant, comme si nous avions tous 2 assisté à la même scène depuis 2 mondes distincts. Cette coïncidence m'a glacé sur le moment. Ma mère, elle, l'a pris autrement. Elle a toujours eu une vision très spirituelle des choses.
Pour elle, ce n'était pas un hasard. Elle pensait que nous avions voyagé hors de nos corps cette nuit-là, que nous nous étions réellement rencontrés quelque part, entre rêve et réalité. J'étais dans les vestiaires, et le casier juste à côté du mien, tous deux fermés avec des cadenas Master Lock, s'est ouvert avec exactement la même combinaison que le mien. Au début, j'ai ouvert le casier qui n'était pas le mien et j'ai paniqué, car il était vide. J'ai cru que tout ce que je possédais, mon téléphone, mon portefeuille, mes vêtements, avait été volé. J'étais sur le point d'aller à l'accueil pour signaler le vol quand j'ai eu comme une intuition, essayer ma combinaison sur le casier juste à côté, celui que je croyais être le mien. Et effectivement, c'était bien le mien. J'ai refermé le cadenas de l'autre casier et je me suis dit que si personne ne le réclamait dans les semaines à venir, je le garderais, parce que ce serait pratique d'avoir deux cadenas qui s'ouvrent avec la même combinaison. Personne ne l'a bougé, donc je l'ai finalement pris. On dirait que la matrice a corrigé le bug, car quelques semaines plus tard, un type a cru que mon casier était le sien. Il a demandé à l'accueil de couper mon cadenas, puis s'est rendu compte que ce n'était pas son casier. Il a laissé une note d'excuse et $5 pour me racheter un nouveau cadenas, le mien était d'ailleurs plutôt solide. Il faut savoir qu'un cadenas Master Lock fonctionne avec une combinaison de 3 chiffres sur un cadran comportant 40 numéros. Les chances que deux cadenas aient exactement la même combinaison et se retrouvent côte à côte sont astronomiquement faibles. Le plus fou, c'est que les codes-barres gravés sur les cadenas ne différaient que d'un seul chiffre. Un jour, j'ai accidentellement brisé le téléphone de ma petite amie. L'écran était déjà en piteux état depuis des semaines, fendu, avec des morceaux de verre qui se détachaient peu à peu. En le laissant tomber sur le carrelage, j'ai cru que c'était fini. L'appareil a éclaté, des éclats partout. J'ai balayé les morceaux, ramassé le tout avec précaution et déposé les restes dans la boîte où nous mettions nos déchets électroniques. Elle était contrariée, surtout parce qu'elle gardait sur ce téléphone des informations de travail importantes. Par culpabilité, j'ai décidé de tenter quelque chose, même si je savais que c'était inutile. J'ai ressorti les morceaux, essayé de replacer quelques composants, puis, sans trop y croire, j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran s'est allumé. Mais ce n'est pas ce qui m'a surpris. Ce téléphone, celui que j'avais vu exploser en plusieurs morceaux quelques heures plus tôt, était intact. Pas une fissure, pas une rayure. L'écran était lisse, brillant, comme neuf. Même la coque, ébréchée depuis longtemps, semblait remplacée. Je l'ai tourné dans mes mains, incrédule, persuadé que je rêvais. Quand je le lui ai rendu, elle a cru que je lui avais acheté un nouveau téléphone. Elle m'a remercié, touchée par ce qu'elle pensait être un cadeau inattendu. Mais je lui ai juré que c'était le même. Le même téléphone, celui dont elle se plaignait tous les jours, celui dont j'avais balayé les débris la veille. Nous avons tout vérifié, le numéro de série, les fichiers, les photos, tout était là, exactement comme avant. Rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un appareil différent. Pourtant, il n'y avait aucune trace du choc, aucune marque du temps. Aujourd'hui encore, nous n'avons aucune explication. Pour situer un peu la scène, c'était vers 2011, l'année où il avait neigé plus que jamais auparavant. Au Royaume-Uni, la neige est rare, alors c'était déjà exceptionnel. La neige s'était transformée en glace, donc le seul endroit sûr pour marcher était la route, en suivant les traces de pneus laissées par les voitures, pour éviter de glisser. Il était environ 3 heures du matin, et je rentrais seul à pied de chez une amie. J'avais 17 ans, j'étais une fille, donc forcément déjà sur mes gardes. J'étais à 1 minute à peine de ma maison, à 2 petites rues. La route est en pente, et de là, on peut voir très loin, la vue porte sur plusieurs kilomètres. À environ 20 mètres dans la descente, se trouve la rue où je dois tourner. En tournant, sans que je sache pourquoi, je continuais de regarder dans la direction de la vue, au lieu de regarder devant moi. Après quelques secondes, je me rendais compte que je ne voyais plus la colline ni le panorama, seulement les maisons de ce côté de la rue. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Une lumière brillante est descendue doucement du ciel.
Elle était à peu près à la hauteur de 3 maisons quand je l'ai aperçue, et elle est tombée lentement jusqu'à disparaître derrière une maison. C'était une lumière pure, éclatante. Dans ma tête, à ce moment-là, une seule explication me venait, des extraterrestres. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai essayé de courir, tant bien que mal, sur la glace. Ma maison n'était plus qu'à 20 secondes. J'ai couru aussi vite et aussi silencieusement que possible. Je ne voulais surtout pas que les extraterrestres sachent que je les avais vus. Je ne me suis pas retourné. Une fois chez moi, j'ai verrouillé la porte, fermé les rideaux, et je me suis allongé dans mon lit, complètement terrifié. J'ai passé des années à essayer de chercher sur Internet ce que j'avais pu voir, sans jamais trouver la moindre explication. La seule façon de décrire cette chose, c'est comme une ampoule lumineuse, mais qui ne tombait pas vite, beaucoup trop lentement pour être normale. Et ce qui me trouble encore, c'est que je regardais exactement dans la direction qu'il fallait pour la voir, alors que je n'aurais jamais dû. Je ne sais toujours pas ce que c'était, mais j'aimerais bien le savoir. Je voulais simplement partager cette histoire. C'est quelque chose qui arrive souvent entre mon mari et moi, et je n'ai jamais vraiment su comment l'expliquer. Par moments, alors que nous sommes simplement ensemble, sans parler, je pense à une question dans ma tête. Je ne la dis pas à voix haute, je ne fais même pas de geste, et pourtant, il me répond. Pas en me demandant pourquoi je pose la question, pas en devinant au hasard, mais comme s'il avait entendu ce que je venais de penser. Cela se produit de manière totalement imprévisible, au détour d'un moment banal. La question peut être sans lien avec ce que nous faisions, parfois même étrange ou intime, et pourtant, il y répond immédiatement, avec justesse. Ce n'est pas quelque chose que je provoque. C'est comme si, pendant un instant, nos pensées glissaient l'une dans l'autre, comme deux fils électriques qui se touchent par hasard. Quand ça arrive, il me regarde souvent, intrigué, sans comprendre pourquoi j'ai l'air si surpris. Nous en avons parlé plusieurs fois, mais lui ne ressent rien de particulier. Il dit juste que les mots lui viennent, sans savoir pourquoi. Et pourtant, ce n'est pas la seule expérience étrange que j'ai vécue. Quand j'étais adolescente, je vivais chez ma grand-mère, qui m'a élevé depuis mon enfance. Elle était tombée gravement malade, un cancer en phase terminale, et avait choisi de finir ses jours à la maison. Mon père et ma belle-mère s'occupaient d'elle avec l'aide d'une équipe de soins palliatifs. On nous avait dit qu'il lui restait encore 2 ou 3 mois, alors j'essayais de ne pas y penser, même si chaque jour semblait un peu plus lourd que le précédent. Un matin, environ 4 semaines après l'arrivée des soignants, je me suis réveillé avec une certitude glaciale et calme à la fois. Avant même d'ouvrir les yeux, je savais qu'elle n'était plus là. Ce n'était pas une intuition vague ou une peur, c'était une évidence, comme si quelque chose en moi avait senti qu'un lien venait de se rompre. Je suis resté un moment assis sur mon lit, incapable d'aller voir sa chambre. L'air de la maison me semblait différent, plus silencieux, presque suspendu. Finalement, je suis allé chercher mon père. Il m'a regardé, a compris sans que je dise un mot, et s'est précipité vers sa chambre. Quelques instants plus tard, il est revenu, les yeux rouges, et m'a simplement dit que j'avais raison. Je n'ai jamais su comment expliquer cette certitude ni ces moments de connexion que j'ai parfois avec mon mari. Peut-être que certaines personnes partagent un fil invisible, quelque chose qui dépasse les mots, et qui se tend brusquement quand la distance ou la mort ne suffisent plus à le rompre. Il vaut mieux donner un peu de contexte à tout cela. Je suis né en Écosse au début ou au milieu des années 1990, et si tu as vu Trainspotting, tu vois un peu l'attitude qu'il y avait à cette époque envers la drogue et l'alcool. Avant et après la sortie du film, la réaction sociale et gouvernementale a été forte. De nombreuses politiques ont été mises en place pour restreindre la consommation d'alcool et l'accès aux drogues, tout en renforçant des programmes comme celui à la méthadone, destiné à lutter contre la dépendance à l'héroïne. L'héroïne et d'autres drogues sont alors devenues beaucoup plus difficiles d'accès, et les taxes sur l'alcool ont grimpé en flèche. Avançons de 10 ou 15 ans, et voilà que les drogues légales explosent. Des gens avec très peu de connaissances en chimie fabriquent ces substances chez eux, dans leur cuisine, à partir d'instructions trouvées sur Internet, et elles se vendent comme des petits pains.
Peut-être pas à grande échelle nationale, mais suffisamment pour que j'y sois constamment confronté, au collège puis après. Mes amis et moi avons donc été emportés par cette nouvelle vague de révolution chimique. Personne ne comprenait vraiment ce que c'était. Dès qu'un produit devenait illégal, sa formule chimique était légèrement modifiée, créant un isomère, et il redevenait légal grâce à une faille du système. 3 ou 4 ans passent, la mode commence à s'essouffler, mais après tout ce temps, nous étions déjà bien abîmés. J'ai arrêté après avoir vu un type mourir dans un centre commercial, juste après avoir avalé un paquet de ces drogues légales. Certains, en revanche, ont continué, et l'état dans lequel ils sont maintenant, c'est pire que ceux qui prenaient des drogues illégales. Aujourd'hui, environ 6 de mes 10 amis sont de véritables épaves mentales. Ils ont régulièrement de petites hallucinations, des moments de bug, certains ont oublié des pans entiers de leur vie d'avant les drogues légales, d'autres font des crises d'angoisse simplement en restant dans une pièce avec d'autres personnes plus de quelques minutes. Leur capacité de concentration est minime, et parfois, ils sombrent dans une psychose totale. Une fille m'a raconté qu'elle était restée debout devant un distributeur bancaire, incapable de se souvenir de son code PIN pendant 4 minutes, avant d'abandonner et de s'asseoir la tête dans les mains, n'entendant plus que du bruit blanc dans sa tête. Il n'y a rien de plus terrifiant que ces moments de rupture, ces failles qui s'installent dans ton esprit et se reproduisent encore et encore. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 12 ans et mon petit frère en avait 10. Nous partagions la même chambre à l'époque, son lit était près de la fenêtre et le mien de l'autre côté. La nuit était calme, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'un cri me réveille brutalement. Il hurlait « Ma ». Ma, ce qui en vietnamien veut dire « monstre ». Sa voix tremblait, et il pointait du doigt la fenêtre avec une terreur que je n'avais jamais vue sur son visage. Je me suis précipité vers lui, encore à moitié endormi, et j'ai regardé dans la direction qu'il montrait. Dehors, dans l'obscurité, quelque chose montait lentement devant notre fenêtre. C'était une silhouette immense, lumineuse, et au centre se trouvait une forme que j'ai reconnue immédiatement, Jésus, sur une croix, porté vers le ciel par 2 êtres ailés. Ils ne ressemblaient pas à des oiseaux ni à des anges tels qu'on les imagine, mais à des formes flottantes, presque translucides, dont les ailes semblaient faites de lumière. Nous sommes restés figés, incapables de détourner le regard. L'apparition s'élevait sans bruit, glissant dans la nuit jusqu'à disparaître au-dessus du toit. Mon frère tremblait, les yeux grands ouverts. J'ai voulu allumer la lumière, mais au moment où je l'ai fait, il n'y avait plus rien dehors, seulement la fenêtre et le reflet pâle de nos visages. Pendant des années, j'ai cru que mon esprit d'enfant avait tout inventé, qu'il s'agissait d'un rêve ou d'une illusion née de la peur. Mais chaque fois que j'en parle à mon frère, il raconte la même chose, dans les moindres détails, le cri, la lumière, la silhouette du Christ, les ailes qui battaient doucement dans le vide. Télécommande perdue. Il y a plus de 10 ans, je me suis endormi sur le canapé. J'avais encore la télécommande dans la main après avoir réglé la mise en veille du téléviseur. Ma main, tenant la télécommande, pendait au-dessus de la coudoir. J'ai senti la télécommande glisser de mes doigts alors que je sombrais dans le sommeil. Juste avant de perdre complètement conscience, j'ai entendu la télécommande heurter la table d'appoint, mais pas le sol. J'ai supposé que j'étais simplement trop fatigué pour avoir entendu la suite et je me suis dit mentalement que je la ramasserais le lendemain matin. Tout cela s'est déroulé en 1 seconde à peine. Quand je me suis réveillé, la télécommande avait disparu. Au fil des années, jusqu'à ce que je déménage de cette maison, j'ai pris le temps de la chercher. Tout le mobilier avait même été déplacé une fois, et à plusieurs reprises, j'ai fouillé chaque recoin pour essayer de la retrouver. Je n'ai jamais pu trouver d'explication. Elle n'a jamais été retrouvée. La maison a été entièrement nettoyée, sans qu'on ne mette la main dessus. Certains pensent qu'elle a pu se coincer sous le canapé, mais ce n'est pas possible. Les canapés étaient anciens et le tissu qui recouvrait autrefois le dessous avait été découpé pour faciliter le nettoyage. Il n'y avait donc rien sur quoi la télécommande aurait pu rester accrochée. J'ai même retourné les 2 canapés et les ai examinés de fond en comble.
Ma mère et moi rentrions chez nous après un long trajet depuis ma ville universitaire. La route semblait interminable, bordée d'arbres et de champs sans fin. Nous roulions en silence, la radio diffusait une chanson douce, et l'habitacle baignait dans cette tranquillité particulière des voyages de nuit. Rien ne bougeait, tout semblait figé dans le ronronnement du moteur. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. Le gobelet posé dans le porte-gobelet entre nous s'est soulevé, lentement, d'un bon centimètre, avant de pencher légèrement sur le côté droit. Il a flotté un instant, puis est revenu à sa place, exactement comme avant. Le mouvement avait été si fluide, si précis, qu'il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que je venais de voir. Je n'ai rien dit au début, persuadé que mes yeux me jouaient un tour. Puis ma mère a tendu la main vers le gobelet, hésitante, et m'a demandé « Tu l'as vu, toi aussi ?» Son ton n'était pas celui de quelqu'un qui plaisante. Elle le toucha du bout des doigts, comme pour s'assurer qu'il était bien réel, qu'il n'avait pas de mécanisme caché. Nous avons fini par éclater de rire, un rire nerveux, un peu trop fort pour être naturel. Ma mère a dit que c'était sûrement ma grand-mère qui nous faisait une farce depuis l'au-delà. C'était le genre de choses qu'elle aurait trouvé drôle. Nous avons continué le trajet, en parlant d'elle, de ses petites manies, comme pour donner un sens à ce qui venait de se produire. Mais malgré nos sourires, un silence étrange s'est installé dans la voiture après cela. Ni l'une ni l'autre n'a osé toucher à la tasse à nouveau. Elle est restée là, immobile, parfaitement stable, comme si rien ne s'était passé. Je rentrais chez moi après avoir passé la soirée avec des amis à jouer de la musique. Et non, il n'y avait ni alcool ni drogue en cause. Vers 1h du matin, j'ai décidé de prendre la route pour rentrer, un trajet d'environ 1 heure. J'ai suivi mon itinéraire habituel, mais je me suis retrouvé derrière un semi-remorque. Au lieu de le dépasser sur l'autoroute, quelque chose m'a poussé à simplement suivre ses feux arrière. C'est là que les choses sont devenues étranges. J'ai eu la sensation d'être soulevé hors de ma voiture par une main géante, de la taille de celle de la Statue de la Liberté. Elle m'a levé haut dans le ciel, m'a secoué comme un chiffon mouillé, puis m'a reposé doucement dans mon véhicule. C'était étrange, mais tout semblait s'être passé très vite, et j'étais de nouveau en train de conduire normalement. Je voyais toujours les feux arrière du semi-remorque devant moi, puis il a mis son clignotant gauche. J'ai repris mes repères et me suis rendu compte que la route vers chez moi se trouvait justement sur la gauche, là où le camion signalait. Le conducteur a alors éteint son clignotant et a continué tout droit. J'ai tourné sur ma route, puis me suis garé dans mon allée, à quelques centaines de mètres de là. Ce qui est étrange, c'est qu'il existe de nombreuses routes secondaires pour arriver chez moi, des chemins que la plupart des semi-remorques n'empruntent jamais. Je suis bien rentré, sain et sauf, mais je n'ai aucun souvenir de la façon dont j'ai parcouru les 45 dernières minutes du trajet. Ce qui me perturbe encore aujourd'hui, c'est cette pensée qui m'avait traversé l'esprit, suis simplement ses feux arrière. Ça va sembler insensé, mais je crois que j'ai voyagé dans le temps. Ce matin-là, je devais être au travail à 10 heures. Je m'étais réveillé vers 4, incapable de me rendormir. Alors j'ai préparé un café et je me suis installé sur le canapé, le téléphone à la main, à faire défiler des posts sur Reddit pour tuer le temps. L'appartement était silencieux, la lumière douce, et tout paraissait normal. À un moment, j'ai regardé l'heure sur mon téléphone, 8 heures pile. Rien d'anormal. J'ai continué à lire, le café encore chaud à côté de moi. Puis, sans même avoir l'impression qu'une minute se soit écoulée, j'ai levé les yeux de l'écran et j'ai regardé à nouveau l'heure. 10h30. J'ai eu un moment de flottement, comme si mon cerveau refusait d'enregistrer ce que je voyais. Mon premier réflexe a été de vérifier si j'avais rêvé, si j'avais peut-être somnolé sans m'en rendre compte. Mais j'étais toujours assis dans la même position, le téléphone dans la main, l'écran encore allumé, la batterie exactement au même niveau qu'avant. Et mon café, toujours chaud. Pas tiède, pas refroidi, chaud, comme si le temps n'avait pas bougé. J'ai bondi du canapé, pris mes affaires et filé au travail. J'étais en retard, évidemment.
Mon patron n'a pas cru un mot de ce que j'ai essayé d'expliquer. J'ai fini par me taire, parce que comment raconter ce genre de choses sans passer pour fou? Depuis, je repense souvent à ces 2 heures perdues. Il n'y a rien dans mon esprit entre 8h et 10h30. Aucune pensée, aucune image. Juste un vide parfait. Et chaque fois que je reprends mon café du matin, j'ai ce réflexe idiot de vérifier l'heure, comme si une partie de moi s'attendait à la voir sauter à nouveau. Un été, pendant mes années d'université, j'ai passé la journée avec mon frère et mes cousins à la piscine municipale. Après cela, j'ai déposé mes cousins chez eux. Mes grands-parents, avec qui je vivais, étaient chez mes cousins en train de rendre visite à ma tante et à mon oncle. Mon frère et moi avons dit que nous allions rentrer nous doucher, puis revenir, car nous devions sortir le soir avec mes cousins et quelques amis. Mes grands-parents ont dit qu'ils rentreraient bientôt. Nous sommes donc rentrés. Mon frère, qui était en visite pour l'été, occupait une chambre qui partageait la salle de bain avec la mienne au sous-sol. Il s'est rapidement lavé et, alors que j'allais prendre ma douche à mon tour, nous avons entendu les chiens aboyer à l'étage, signe que mes grands-parents étaient rentrés. Nous avons entendu la porte du garage s'ouvrir puis se refermer, ainsi que des voix et des pas. Mon frère a dit qu'il allait monter leur dire bonjour pendant que je prenais ma douche. Avant même que je puisse entrer sous l'eau, il a frappé à la porte de la salle de bain, paniqué. Il affirmait qu'il n'y avait personne à l'étage. Les chiens étaient agités, mais il n'y avait ni grands-parents ni voiture dans le garage. C'était impossible. Nous avions clairement entendu la porte du garage, les voix et les pas. Alors que nous essayions de comprendre ce qui se passait, tout s'est reproduit exactement de la même façon, les aboiements, la porte, les voix, les pas. Tout cela s'est déroulé en l'espace de 5 minutes environ. Cette fois, nous sommes montés tous les deux et, là, mes grands-parents étaient bel et bien rentrés. C'est l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vécues. J'ai grandi dans une région rurale d'Amérique, là où les champs s'étendent à perte de vue et où les granges semblent toutes raconter la même histoire. Parmi mes jouets préférés, il y en avait un qui sortait de l'ordinaire, un aimant à vache. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de gros cylindre métallique que les fermiers font avaler à leurs bêtes afin que les morceaux de métal qu'elles ingèrent restent coincés dessus, au lieu de leur blesser l'estomac. J'en avais reçu un d'un éleveur du coin, et j'en étais fier comme d'un trésor. Un jour, j'avais 9 ans, je jouais avec cet aimant au terrain de jeu du village. C'était un de ces anciens parcs des années 90, tout en bois, avec des tours, des ponts et un grand carré de sable. J'adorais passer l'aimant au-dessus du sable, le regarder attirer les petites paillettes de fer, les clous oubliés, les éclats métalliques. Puis, sans réfléchir, j'ai décidé de le lancer à travers le terrain, juste pour voir ce qu'il ramasserait en roulant. Je l'ai vu atterrir, mais quand je suis allé le chercher, il avait disparu. J'ai fouillé partout, ratissé le sable, retourné les planches, creusé avec mes mains. Rien. Comme si l'aimant s'était volatilisé. J'ai fini par rentrer, triste et un peu honteux d'avoir perdu mon jouet préféré. Je n'en ai rien dit à ma mère. Quelques mois plus tard, nous avons déménagé dans une autre ville, loin du village et du vieux terrain de jeu. 3 ans plus tard, une soirée tranquille. Nous étions tous réunis dans le salon, la télévision allumée, ma mère tricotait, moi je faisais mes devoirs, et mon père, fidèle à ses habitudes, était installé dans son vieux fauteuil à bascule. Au bout d'un moment, il s'est mis à râler, la chaise faisait un bruit étrange, un grincement irrégulier, comme si quelque chose coinçait dans le mécanisme. Il s'est penché, a regardé dessous, a fait basculer le fauteuil d'avant en arrière, et un objet a roulé sur le tapis. C'était mon aimant à vache. Le même. Lisse, légèrement usé, mais intact. Je suis resté figé. Je n'en avais jamais parlé à personne, et cet objet n'avait aucune raison d'être là. Nous n'avions jamais eu de bétail, jamais remis les pieds près de ce vieux terrain de jeu. Pourtant, l'aimant était bien là, comme s'il avait voyagé à travers l'espace et le temps pour me retrouver. Mon père, amusé, m'a demandé d'où venait ce « machin ». Je n'ai rien répondu.
J'ai pris l'aimant dans ma main, et un frisson m'a parcouru. Il était froid, mais pas comme du métal oublié au sol. Froid d'une manière étrange, presque vivante. J'ai toujours mis cette histoire sur le compte de mon imagination, mais je suppose qu'elle a tout de même sa place ici. J'avais 16 ans et je devais passer la nuit dans la maison des arrière-grands-parents de ma petite amie, à l'occasion d'une réunion de famille. Comme il était hors de question qu'on dorme sous le même toit, on savait très bien ce que les adultes craignaient, elle passait la nuit dans la maison de ses grands-parents, juste en face. La journée terminée, on m'a conduit dans la chambre où je devais dormir. Une chambre typique de personnes âgées, moquette usée, meubles d'un autre temps, vieux matelas à ressort. Pas de télévision, pas de ventilateur, juste une pièce silencieuse et un peu triste. Et, comme souvent dans ces maisons, une rangée de poupées en porcelaine alignées sur la commode. Je n'avais jamais eu peur des poupées, mais quelque chose, dans cette pièce, me mettait mal à l'aise. La première chose que j'ai remarquée, c'était le léger sifflement dans mes oreilles. Ce n'était pas un bruit réel, mais le genre de bourdonnement qu'on entend quand le silence est total. La maison se trouvait dans une toute petite ville du Texas, perdue au milieu de nulle part. Pas de circulation, pas de vent, rien. Juste un silence écrasant. Puis mon regard s'est arrêté sur une poupée en particulier. Elle n'avait rien de différent des autres, mais je ne pouvais plus détacher mes yeux d'elle. J'ai traversé la pièce, lentement, avec une boule au ventre. En m'approchant, une tension étrange a commencé à monter dans ma tête. J'étais terrifié, sans savoir pourquoi, mais j'avais besoin de la toucher. Quand mes doigts ont effleuré son visage froid, le bourdonnement dans mes oreilles s'est soudain amplifié jusqu'à devenir assourdissant. Et là, j'ai eu la sensation d'un coup violent dans le ventre, comme si quelque chose m'avait frappé et coupé le souffle. Le son ressemblait exactement à celui qu'on entend après une explosion dans un jeu vidéo, ce bourdonnement aigu, étouffant, irréel. Je suis tombé en arrière sur le lit, incapable de bouger. J'avais honte d'aller réveiller quelqu'un pour dire qu'une poupée m'avait fait peur, surtout lors de ma première rencontre avec sa famille. Alors je me suis agrippé à un petit cochon en peluche que ma copine m'avait laissé, parce qu'il sentait ses cheveux, et je me suis convaincu qu'il me protégerait de peu importe ce que c'était. J'ai fini par m'endormir, la lumière allumée. Je ne sais pas ce que c'était. Sans doute mes nerfs qui ont pris le dessus, un mélange de stress et de fatigue. Mais presque 8 ans plus tard, je m'en souviens encore avec la même sensation dans le ventre. J'avais 12 ou 13 ans quand c'est arrivé. Un ami et moi passions la nuit dans la maison d'un homme riche, une sorte de manoir immense, avec des couloirs qui semblaient ne jamais finir et des pièces si grandes qu'on aurait pu y perdre un écho. Le propriétaire nous avait expliqué que toute la partie avant de la maison était maudite, ou du moins, hantée. Sa famille, très superstitieuse, refusait catégoriquement d'y mettre les pieds. Il gardait cette aile uniquement pour les réceptions ou les grandes occasions, mais jamais pour y vivre. Évidemment, à cet âge-là, on se croyait courageux. On a attendu que tout le monde dorme, puis on a décidé d'aller jeter un œil. Juste pour prouver qu'on n'avait pas peur. En traversant le jardin qui menait à la façade avant, je me souviens du silence. Pas un souffle de vent, pas un cri d'oiseau, rien. L'air semblait suspendu, lourd, comme si quelque chose observait sans bouger. Et puis, sans raison apparente, une sensation m'a traversé. Un malaise brut, instinctif. Pas une peur rationnelle, mais quelque chose de plus profond, de viscéral. Mon cœur s'est serré d'un coup, et avant même de comprendre pourquoi, mes jambes se sont mises à courir. J'ai fait volte-face et j'ai sprinté vers la maison principale. Ce qui m'a glacé, ce n'est pas tant ma propre réaction que celle de mon ami. Quand je me suis retourné, il courait lui aussi, sans qu'on ait échangé un mot, sans qu'aucun bruit ou mouvement ne l'ait déclenché. On s'est engouffré à l'intérieur, essoufflé, les yeux écarquillés, et on s'est regardé sans rien dire pendant quelques secondes avant de lâcher presque en même temps, « Bordel, non ». On n'a jamais su ce qui nous a poussés à fuir. Il n'y avait rien à voir, rien à entendre, juste cette impression étrange d'être au mauvais endroit,
comme si tout notre corps avait compris quelque chose que notre esprit n'avait pas le temps d'analyser. Des années plus tard, quand on en parle, cette sensation revient toujours. Ce moment où nos cerveaux se sont mis d'accord pour nous sauver d'un danger qu'on n'a jamais vu. Peut-être qu'il n'y avait rien. Ou peut-être qu'il y avait quelque chose qu'on n'était pas censé comprendre, mais que, l'espace d'un instant, nos corps ont perçu à notre place. J'étais parti chasser le cerf, vers la fin de la saison. Il y avait presque 30 cm de neige au sol, et pas un souffle de vent. Si vous avez déjà été dans les bois par un temps comme celui-là, vous savez qu'on entend absolument tout, et que chaque chose se détache nettement sur le blanc. Je longeais la lisière de la forêt, un champ sur ma gauche, avançant lentement vers le fond du terrain. Soudain, un mouvement a attiré mon regard du coin de l'œil. Je me tourne, et là, au milieu du champ, un magnifique mâle. Comment est-ce possible ? N'avais-je pas traversé ce même champ pendant 15 bonnes minutes ? D'où est-il sorti ? Il se tenait là, immobile, le nez levé, humant l'air. Je me suis doucement accroupi, j'ai décroché ma carabine de mon épaule et j'ai mis le cerf dans le viseur. Je l'observais. Il restait là, à scruter les alentours, a fait quelques pas, puis s'est figé en regardant au bout du champ. J'ai pensé qu'il avait peut-être senti quelque chose, alors j'ai levé la tête du fusil pour jeter un œil. Tout était figé. Pas un souffle, pas un bruit. Même le cerf semblait aussi immobile que les arbres. Avec le recul, c'était irréel. Sur le moment, je restais concentré. J'ai repris la visée et appuyé sur la détente. Bang! Si vous avez déjà tiré sur un animal, vous savez qu'on remarque certaines choses, le bruit de l'impact, le petit nuage de neige, d'air ou de poils soulevés au moment où la balle touche, puis la réaction, la bête qui s'écroule ou s'enfuit. Mais là, rien. Le cerf a simplement disparu. J'ai abaissé le fusil, complètement confus. J'ai scruté tout le champ. Rien. Peut-être était-il tombé dans la neige ? J'ai gardé mon arme en main et j'ai marché jusqu'à l'endroit où il se tenait. Aucune trace. Pas une empreinte, pas le moindre signe. Pourtant, il y avait 30 cm de neige fraîche. Il n'y avait absolument aucune preuve que quoi que ce soit se soit tenu là. Je suis reparti rapidement, glacé d'incompréhension. Ça me hante encore aujourd'hui. Était-ce un fantôme ? Une sorte de bug dans la réalité ? Je n'en ai aucune idée. Je garde toujours la douille de cette balle tirée, juste pour me rappeler que ce n'était pas un rêve. Je devais avoir 9 ou 10 ans, en 4e année. Ce jour-là, en classe, notre institutrice avait écrit au tableau, une supposition fondée sur des connaissances. Puis elle s'est tournée vers nous et a demandé, quel est le mot qui correspond à cette définition ? La salle est devenue un véritable chaos. Tout le monde criait des mots au hasard, certains simplement pour faire du bruit. Moi, j'étais ce genre d'élève turbulent qu'on garde toujours à l'œil, celui qui fait rire les autres plus qu'il ne fait avancer la leçon. Je lisais bien pour mon âge, mais je n'avais jamais entendu le mot qu'elle cherchait. Et pourtant, sans raison, je me suis mis à lancer des sons au hasard, des inventions absurdes qui faisaient rire mes camarades, Verschnousin, Paritalson, Bastrologie. Puis, sans réfléchir, je me suis levé d'un coup et j'ai crié un autre mot, tout aussi instinctif, estimate. 2 autres élèves ont parlé presque en même temps, leur voix se mêlant à la mienne. La maîtresse s'est arrêtée net. Elle m'a regardé avec un mélange d'étonnement et de curiosité, puis a demandé « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai cru que j'avais peut-être dit une bêtise, un mot vulgaire sans le savoir. J'ai répété, un peu tremblant, « estimate ». Son visage s'est illuminé. Elle a souri de toutes ses dents et a lancé, « C'est le bon mot, bravo ». Toute la classe s'est retournée vers moi. Certains ont applaudi, d'autres ont haussé les épaules. Moi, je suis resté là, bouche bée, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Comment aurais-je pu connaître un mot que je n'avais jamais lu, jamais entendu, jamais appris ?
Pendant longtemps, j'ai mis ça sur le compte du hasard. Mais plus les années passent, plus cette scène me revient avec un étrange sentiment de décalage, comme si, pendant une fraction de seconde, j'avais puisé dans quelque chose d'extérieur à moi, une information venue d'ailleurs. Je sais que ça semble impossible, mais je revois encore le tableau, les visages, le silence après ma réponse. Mon adolescence s'est déroulée dans une toute petite ville qui bordait d'anciennes terres d'exploitation forestière. Mon frère, mes amis et moi passions beaucoup de temps là-bas, dans les bois. Il y avait une vieille voie ferrée, et si on la suivait assez longtemps, elle traversait la forêt pour déboucher sur le rivage. Sur la plage, il y avait une épave. Un immense navire, en grande partie enseveli sous le sable. Une portion du pont était encore visible et accessible. Le bateau était là depuis si longtemps qu'il n'en restait plus qu'une carcasse de métal rouillé. Puis nous avons déménagé. Des décennies plus tard, je suis repassé dans la région. Sur le trajet aller, je n'avais pas eu le temps de m'y arrêter, mais au retour, une fois mes affaires terminées, j'ai décidé de faire une halte dans la ville. Je me suis demandé si les rails abandonnés existaient encore. J'ai retrouvé l'endroit où ils devraient se trouver, mais les rails et les traverses avaient été retirés. Il ne restait que le sentier, le tracé de la voie. J'avais du temps devant moi, alors je me suis dit, allez, je vais suivre le chemin et marcher jusqu'au rivage. La promenade a ravivé beaucoup de souvenirs. La forêt avait gardé la même atmosphère, et à mesure que les kilomètres défilaient, j'ai commencé à sentir l'odeur salée de la mer approcher. En arrivant sur la plage, la marée était presque haute, et la plus grande partie du navire était submergée. Mais on distinguait encore quelques fragments dépassant de l'eau. C'était exactement comme dans mes souvenirs d'enfant, à une exception près. Une chose qui n'avait rien à faire là. Un escalier. L'escalier se dressait simplement sur le sable. Il montait à environ 3 ou 4 mètres. C'était un escalier tout à fait ordinaire, comme on en trouve dans une maison. Les marches étaient recouvertes de moquettes. C'était tellement déplacé, tellement absurde dans ce décor. Dans ma tête, j'avais déjà décidé de monter les marches, mais mon instinct, ma part animale, m'en a empêché. J'ai rebroussé chemin sans demander mon reste. Le retour m'a paru beaucoup plus court que l'aller. Plus tard, mon frère m'a demandé si j'avais profité de mon passage pour revoir l'endroit. Il savait que j'étais dans la région, on en avait parlé. Il m'a dit qu'il avait repensé récemment à ces rails menant au rivage. Je lui ai répondu que non, je n'y étais pas passé. Beaucoup de choses étranges se sont produites cette nuit-là. Pourtant, l'événement le plus troublant est survenu le lendemain. J'étais chez un ami avec quelques camarades, on passait simplement la nuit ensemble. Après une soirée marquée par des phénomènes inexplicables, nous pensions que le pire était derrière nous. Mais la journée suivante s'est avérée tout aussi dérangeante. Le moment le plus marquant s'est produit lorsque nous avons entendu un grand fracas venant de la chambre de sa mère. Intrigués, nous sommes montés à l'étage et avons découvert que la porte de la salle de bain s'était violemment refermée. Rien ne semblait bouger à l'intérieur. Nous avons fini par y entrer, hésitant, pour vérifier. À peine avions-nous posé un pied dans la pièce qu'un bruit sourd a retenti juste au-dessus de nous, sur le toit. On aurait dit qu'une personne venait d'y frapper du pied avec toute sa force. On s'est précipité vers la fenêtre pour voir s'il y avait quelqu'un, mais le toit était vide, parfaitement immobile. Le vent ne soufflait même pas. Tout paraissait normal, et c'est précisément ce qui rendait la scène encore plus déroutante. Ce n'était qu'un des nombreux incidents survenus ce week-end-là, mais celui-ci reste le plus dérangeant dans mon esprit. C'est un détail mineur, mais il m'arrive parfois de trouver des jouets de mes enfants en double, ou d'en découvrir dont je ne connais pas l'origine. La plupart du temps, il y a une explication logique. Peut-être que ma mère a acheté le même jouet pour eux sans que je m'en souvienne, ou qu'une personne qui nous a donné des vêtements d'occasion a glissé quelques jouets dans le sac. Ce genre de choses arrive. Mais récemment, il y en a un que je ne peux absolument pas expliquer.
Ma fille s'est récemment prise d'une passion pour PJ Masks. Pour son anniversaire, je lui ai acheté quelques jouets de cette série. Je sais donc très clairement ce qu'elle possède. 2 d'entre eux venaient de ces petites capsules, contenant des figurines surprises des personnages. Je suis certaine d'en avoir acheté seulement 2. Je m'en souviens bien, car cette semaine-là, le budget était un peu serré, donc je n'en ai pris que 2. Et pourtant, elle en a 4 aujourd'hui. Je n'ai absolument aucune explication. Nous avons déménagé très loin de la famille, à plus de 2000 km, donc ce n'est pas eux. Je n'ai pas d'amis ici, personne d'étrange ne vient chez nous, aucun autre enfant à la maison à part son frère, et lui est tout aussi perplexe que moi. Elle n'est pas encore en âge d'aller à la maternelle, elle reste à la maison avec moi toute la journée. Mon mari m'aurait simplement dit s'il lui en avait acheté d'autres. Il n'y a aucune raison logique à ce qu'elle ait 4 figurines au lieu de 2. C'est vraiment un mystère, mais j'ai appris à ne plus trop m'en tracasser. Je me dis juste que c'est encore un de ces petits glitches étranges de la vie. Et bien sûr, il faut que ça tombe sur les jouets de mes enfants, de toutes choses possibles. Il y a une douzaine d'années, je marchais le long d'une grande autoroute complètement déserte. Je venais à peine d'y entrer, à une centaine de mètres de la petite route où je vivais. Il devait être 3 heures du matin, pas une voiture à l'horizon. J'allais simplement à la station-service la plus proche pour acheter un paquet de cigarettes, un peu plus d'1 kilomètre plus loin. C'est alors que j'ai entendu le bruit de pneus sur l'asphalte. Le son venait de devant moi, dans la direction où je marchais, mais je ne voyais rien. Pas de phare, pas de reflet de lune sur une carrosserie, rien. J'ai toujours eu l'œil attentif, alors je savais que je n'avais pas pu manquer une voiture. Et soudain, à une quinzaine de mètres devant moi, des phares se sont allumés d'un coup. Le véhicule roulait sur la bande d'arrêt d'urgence, exactement là où je me trouvais. Il arrivait à toute vitesse, et j'étais au centre du faisceau lumineux. Mon cœur s'est arrêté. J'étais sûr que c'était fini. Mais il n'y a eu aucun choc. Pas de souffle, pas de mouvement d'air. Rien. J'ai eu juste le temps de me retourner pour voir des feux arrière s'éloigner avant de disparaître au loin. Je suis resté là, paralysé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Soit mes yeux et mes nerfs m'avaient trahi d'une façon impossible à expliquer, soit cette chose était passée à travers moi. Deux fois, des bijoux ont disparu de mon corps alors que j'étais dehors, pour réapparaître plus tard dans des endroits étranges chez un ami chez qui je logeais. La première fois, c'était l'automne dernier. Mon ami et moi étions sortis jouer au billard. Je portais une bague à l'index gauche, que je n'enlevais presque jamais sauf pour me laver ou me baigner. Au moment de tirer un coup, j'ai remarqué que la bague n'était plus là. Elle s'était tout simplement volatilisée de mon doigt. J'étais bouleversé, car cette bague avait une histoire particulière et une grande valeur sentimentale. Nous avons tous cherché partout, moi, mon ami et les autres joueurs. J'ai fouillé plusieurs fois les toilettes, demandé au bar si quelqu'un l'avait rapportée, mais rien. En rentrant chez mon ami, j'ai encore cherché, même si je savais bien qu'elle ne pouvait pas être là. J'ai fini par accepter la perte et me détacher de cet objet. 2 mois plus tard environ, je repasse chez mon ami pour récupérer quelques affaires. Avant d'arriver, j'ai eu comme une image mentale, celle d'un gobelet dans lequel je range mes accessoires de maquillage. J'avais perdu un taille-crayon et je savais qu'il devait y en avoir un de rechange dans ce gobelet. En arrivant, je regarde à l'intérieur, et non seulement le taille-crayon n'y est pas, mais à ma grande surprise, la bague s'y trouve. Mon ami et moi nous sommes regardés, complètement stupéfaits, car nous savions tous les deux qu'elle n'avait jamais été là auparavant. Il m'a alors dit que quelque chose essayait peut-être d'attirer mon attention. Et aujourd'hui, voilà que cela recommence. Il y a quelques semaines, on m'a offert un collier, une pierre enroulée dans du cuivre, suspendue à une chaîne solide. Le soir même, je suis sorti jouer au billard. Je suis rentré et me suis endormi aussitôt. Le lendemain, je me rends compte que le collier a disparu. Je cherche partout, sans succès.
Je disparais souvent pendant plusieurs jours. J'étais chez un autre ami depuis le week-end précédent quand j'ai décidé de passer chez moi récupérer quelques affaires. Mon ami était là, on a discuté un peu pendant que je préparais mon sac. Je soulève un paquet de boules de coton qui recouvrait une boîte de rangement où je mets des objets divers, et là, bam, le collier est posé bien en évidence, comme s'il avait été délibérément placé là. Mon ami et moi sommes restés figés, stupéfaits, car il m'avait vu ouvrir cette boîte plusieurs fois ces dernières semaines et jamais ce collier n'y était. Je l'avais perdu la toute première nuit où on me l'avait offert. La bague a depuis été volée, mais le collier, lui, m'est revenu. Qu'est-ce donc qui essaie d'attirer mon attention? Et pourquoi? J'avais 5 ans quand c'est arrivé. Un après-midi, je suis entré dans la chambre de ma sœur et j'ai allumé la lumière. L'instant où l'interrupteur a claqué, tout ce qui m'entourait a disparu dans un éclat aveuglant. Le monde entier s'est effacé. Plus de murs, plus de meubles, plus rien. J'étais debout dans une sorte de vide blanc, sans fin, comme si la pièce elle-même n'existait plus. Et puis, au loin, une forme noire est apparue. Une silhouette de femme, trapue, aux cheveux bouclés, vêtue d'un peignoir ou d'une robe de chambre. Elle avançait lentement vers moi, sans un son. Chaque pas semblait étouffer l'air autour d'elle. J'ai senti la panique monter, et j'ai instinctivement éteint la lumière. Aussitôt, tout est redevenu normal. La chambre, les meubles, la porte. Comme si rien ne s'était passé. Je me suis mis à pleurer et j'ai couru chercher ma mère. Elle est venue, a allumé la lumière à son tour, et bien sûr, rien d'étrange ne s'est produit. Le calme absolu. Des années plus tard, je lui ai reparlé de cette histoire. Elle m'a rappelé que la maison avait été construite récemment et qu'elle avait appartenu à un homme âgé dont l'épouse était décédée avant même qu'il n'y emménage. La femme que j'avais vue ne correspondait à aucune description connue. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Ni une hallucination, ni un rêve, ni une simple confusion d'enfant ne semble pouvoir l'expliquer. Cela m'est arrivé pendant une courte période, et je ne me souviens que de 2 événements avec suffisamment de détails, mais c'en était au point où j'ai commencé à remettre en question ma consommation de drogue pourtant très modérée. Je lisais dans les pensées des gens. Je sais que cela semble absurde, mais c'est arrivé, seulement pendant 1 mois ou 2. C'était aléatoire et presque jamais à propos de quelque chose d'important. Ma mémoire est mauvaise même dans les meilleurs moments, donc je ne me souviens clairement que de ces 2 épisodes. Le premier s'est produit lors d'une fête en plein air, avec mon ex-petite amie. On s'entendait encore, mais pas vraiment bien, et je sentais que notre relation touchait à sa fin. Je me souviens très nettement de l'avoir entendu dire « ça ne marche pas entre nous ». Elle ne me regardait pas et n'était même pas assise juste à côté de moi, mais la phrase m'était clairement adressée, si vous voyez ce que je veux dire. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, et elle m'a répondu qu'elle n'avait rien dit. C'était ma toute première expérience de lecture de pensée, et j'ai trouvé plusieurs explications possibles. J'avais peut-être mal entendu, imaginé la scène, ou elle avait peut-être parlé sans s'en rendre compte. Je n'y ai pas trop prêté attention. Elle m'a quitté moins d'1 semaine plus tard. Après cela s'est reproduit, parfois presque tous les jours. Le seul autre moment dont je me souvienne clairement, c'était quand je travaillais dans un pub. J'étais en plein début de service du soir, donc pas d'alcool ni de drogue ce jour-là, quand un homme que je n'avais jamais vu auparavant est entré pour boire un verre ou 2. C'était très calme, il n'y avait que lui au bar, en train de boire, et moi en train de nettoyer. Il était en voyage d'affaires, en milieu de semaine, donc il ne buvait pas excessivement. Je nettoyais le comptoir quand je l'ai entendu dire « Je crois que je vais reprendre une pinte ». C'était dit sans émotion, pas vraiment adressé à moi. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit la même chose que tout à l'heure. Il m'a regardé, surpris, et a répondu « C'est étrange, je venais juste de penser que j'en voulais une autre, mais je n'allais pas la demander. » Cela peut vous sembler anodin, mais pour moi c'était une expérience vraiment étrange. Puis tout s'est arrêté. 20 ans plus tard, cela ne m'est jamais arrivé à nouveau.
J'avais 10 ou 11 ans, profondément endormi dans mon lit, quand je me suis réveillé en pleine nuit, pris d'une quinte de toux incontrôlable. Je toussais sans pouvoir m'arrêter, les yeux encore à moitié fermés, quand j'ai aperçu ma mère dans l'embrasure de la porte. Elle ne disait rien. Elle tenait simplement une bouteille de sirop dans la main, penchait légèrement la tête, comme pour me demander silencieusement si j'en voulais. J'ai secoué la tête, et elle a fait demi-tour sans un mot. J'ai continué à tousser, perplexe, jusqu'à ce que la toux s'aggrave encore. Alors je suis allé dans sa chambre pour lui demander ce fameux sirop. Mais elle dormait profondément. Je l'ai réveillée, et elle m'a répondu, encore à moitié endormie, qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point ce que j'avais vu n'avait aucun sens. Ma mère n'aurait jamais simplement attendu dans le couloir sans rien dire. Elle m'aurait forcé à avaler le médicament, râler un peu, puis m'aurait renvoyé au lit. Cette attitude calme, silencieuse, presque douce, ce n'était pas elle. Pendant des semaines, j'ai redouté de la revoir. Pas la vraie, mais l'autre. Celle qui s'était tenue là, dans le noir, avec ce geste tranquille et ce silence étrange. Une part de moi craignait qu'elle revienne me proposer le sirop, cette fois sans attendre de réponse. J'ai gardé cette histoire pour moi pendant des années. Mon grand-père est mort quand j'avais 3 ans. Ma mère l'appelait papa, alors moi aussi. Mon père biologique n'était pas là, alors c'était lui, mon repère, ma figure paternelle. Je ne me souviens pas vraiment du soir où il est mort, seulement des lumières rouges et bleues qui envahissaient notre salon, des gens en uniforme qui allaient et venaient, et de ma mère qui me serrait fort contre elle en pleurant. Elle m'a dit que papa était parti avec Dieu, et moi, dans ma naïveté d'enfant, je lui ai demandé de dire à Dieu de me le rendre. Je crois que c'est la première fois que je l'ai vu sans réponse. Le souvenir suivant que j'ai de lui, c'est à son enterrement. Mais pas comme un enfant devrait s'en souvenir. Dans mon souvenir, je marche. Je me déplace parmi les adultes. Le cercueil est là, en bois clair, couleur cerisier. Il y a des fleurs jaunes et blanches partout. Le soleil est si fort que j'en plisse les yeux. Au-dessus, des avions passent lentement dans le ciel bleu. Je me souviens m'être avancé, avoir regardé ma mère et ma grand-mère recevoir le drapeau, plié en triangle. Ma tante était à côté, mon oncle derrière elle. J'ai traversé une rangée d'hommes en uniforme, leurs fusils pointés vers le ciel. Le bruit sec des salves m'a fait sursauter. Personne ne m'a regardé. J'étais là, mais j'avais l'impression que j'étais invisible. Des années plus tard, j'ai reparlé de tout ça à ma mère. On était en voiture. Je lui ai décrit la scène, les fleurs, le drapeau, les avions. Elle a freiné brutalement et s'est mise à pleurer. Elle m'a dit que je ne pouvais pas savoir tout ça. Que je n'étais pas là. Qu'elle m'avait fait garder ce jour-là, justement pour m'épargner la douleur de tout ça. Pourtant, personne ne m'avait jamais décrit la cérémonie. Et tout ce que je lui ai raconté, elle m'a confirmé que c'était vrai. Exactement comme je l'avais vu. Je ne saurais jamais ce que c'était. Peut-être un souvenir reconstruit, un rêve d'enfant influencé par ce qu'on m'a raconté plus tard. Ou peut-être autre chose. Mais au fond, ce jour-là, j'ai compris une chose. Quand elle m'avait dit que Dieu l'avait pris, ce n'était pas une image. Et qu'il ne reviendrait pas. Je me suis réveillé un matin et, sans même ouvrir complètement les yeux, j'ai dit à voix haute, il est 2h06. J'ai tiré le réveil vers moi, posé au sol de l'autre côté de la chambre, face contre terre parce que sa lumière m'empêchait de dormir. L'écran affichait exactement 2h06. Plus tard, j'ai repensé à un rêve étrange que j'avais fait juste avant de me réveiller. J'étais dans une salle de classe et j'observais une fille de mon école qui mangeait du fourrage pour chevaux à pleine poignée. En me réveillant, un seul mot m'est venu en tête, Fodé. Je ne le connaissais que grâce à un vieux jeu, Harvest Moon. Le même jour, en cours d'histoire, mon professeur a utilisé ce mot par hasard. Ce n'est pas un mot courant, et pourtant il est revenu pile au moment où je ne m'y attendais pas.
Ce genre de coïncidence a fini par me suivre. Un jour, un ami d'enfance m'a envoyé un message. Il m'a raconté un rêve où nous vivions dans une maison délabrée, sans porte, aux murs noirs, jonchés d'aiguilles, un endroit glauque et malsain. Il a même mentionné une fille métisse que nous connaissions. Ce qui m'a figé, c'est que la veille, j'avais justement visité une maison à louer, identique à sa description. Même les détails absurdes y étaient, une aiguille sur une étagère, des murs sombres, pas de porte. Et au moment où il m'a écrit, je discutais justement avec une amie métisse vivant à Washington. Il n'y avait aucun lien possible entre eux. Pourtant tout s'emboîtait. Depuis, un nombre me poursuit, 1149. Sur les tickets, les plaques, les horloges, les reçus. Il apparaît sans prévenir, toujours là, comme une présence silencieuse qui me suit sans raison. Et chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que tout recommence. C'était en plein été, une nuit chaude et tranquille, le genre où l'air semble rester suspendu entre les arbres. J'étais allé au lac avec une fille que je voyais depuis peu, juste pour se baigner un peu et profiter du silence. L'eau était tiède, lisse comme un miroir, et les grenouilles chantaient dans les roseaux. On parlait à voix basse, à moitié dans l'eau, à moitié dans la lueur du clair de lune. Puis, d'un coup, le ciel s'est teinté d'un éclat bleu. Pas un éclair, pas un feu d'artifice. Une lumière fluide, presque vivante, qui a glissé au-dessus du lac comme une coulée de peinture lumineuse. Elle se déplaçait rapidement, en silence, laissant derrière elle une traînée large, irrégulière, presque organique. J'ai d'abord cru rêver. C'était trop grand pour être une étoile filante, trop lent pour un avion, trop silencieux pour quoi que ce soit de connu. Et soudain, la lumière a viré au violet profond, un violet que je n'avais jamais vu dans la nature, ni dans le ciel, ni nulle part ailleurs. Puis tout s'est contracté, comme si la couleur s'était repliée sur elle-même avant de disparaître. Pas d'explosion, pas d'écho. Juste le vide. J'ai dû avoir une drôle de tête, parce que ma compagne m'a tout de suite demandé ce qui se passait. Elle ne s'était pas retournée, elle n'avait rien vu. J'étais incapable de répondre. J'ai juste regardé le ciel vide, l'eau frémissante autour de nous. On est sorti du lac sans un mot, trempé et encore secoué. Sur le chemin du retour, j'ai tenté de rationaliser, un phénomène atmosphérique rare, un satellite qui se désintègre, quelque chose d'explicable. Le lendemain, j'ai passé des heures à chercher sur Internet, pas une mention, pas un rapport, rien. Ni dans les journaux locaux, ni dans les forums d'observateurs du ciel. Pendant plusieurs nuits après ça, je suis retourné au lac. Toujours dans le même silence, espérant revoir cette lumière. Je ne l'ai jamais revue. Et pourtant, parfois, quand je ferme les yeux, je revois encore cette couleur, ce bleu qui devenait violet, cette sorte de pulsation avant qu'elle s'efface. Ce n'était pas effrayant, pas vraiment. C'était beau d'une manière presque dérangeante. Si je devais décrire ce moment, je dirais que c'était comme voir quelque chose qui ne nous était pas destiné. J'avais 11 ans et une très mauvaise vue. À cette époque, je devais porter des lentilles rigides, et chaque soir je les retirais pour les laisser tremper dans leur solution de nettoyage. Une fois retirées, je ne voyais presque plus rien, littéralement aveugle sans elles. J'avais bien une paire de lunettes, mais elles ne faisaient que limiter les dégâts. Ce week-end-là, ma famille s'était réunie dans une ferme isolée, et je dormais sous une tente dans le champ derrière la maison. Le matin, en ouvrant les yeux, j'ai tout de suite senti quelque chose d'étrange. Le tissu de la tente, les arbres au loin, même les brins d'herbe autour de moi étaient nets. Je distinguais chaque détail. J'ai mis quelques secondes à comprendre, je voyais. Parfaitement. Sans lunettes. Sans lentilles. J'ai bondi hors de mon sac de couchage, le cœur battant. J'étais persuadé d'avoir dormi avec mes lentilles, ce qui aurait dû être impossible. Je me suis précipité vers la maison, j'ai foncé dans la salle de bain et me suis regardé dans le miroir. Rien dans mes yeux. Les lentilles étaient bien rangées dans leur étui, juste à côté du lavabo.
Mes lunettes étaient dans ma main. Je suis resté là, immobile, incapable de comprendre. Puis j'ai commencé à tester. Je suis sorti, j'ai regardé les collines, les fils électriques, les oiseaux dans les arbres. Je pouvais voir les vis sur la clôture, les reflets du soleil sur le métal. J'ai cligné des yeux, frotté mes paupières, enfilé mes lunettes par réflexe. L'image devenait floue avec elle. Sans, tout redevenait limpide. Pendant quelques heures, j'ai profité de cette clarté miraculeuse. Tout paraissait nouveau, vivant. Même l'air semblait plus léger. Mais plus le temps passait, plus une angoisse sourde montait. Et si mes yeux se fatiguaient d'un coup? Et si, en ne remettant pas mes lentilles, je gâchais ce miracle? Alors j'ai fini par les remettre. Quelques minutes plus tard, tout était redevenu comme avant. Le flou. La dépendance au plastique sur mes yeux. On était perdus quelque part dans les collines sauvages de l'Arkansas, mon père et moi, au cœur d'un coin si reculé qu'on avait croisé âmes qui vivent de la journée. On avait passé des heures à pagayer le long d'une rivière glaciale, bordée de rochers et d'arbres encore nus, la lumière pâle du début de printemps glissant sur l'eau. Le soir venu, on avait monté le camp sur un petit banc de gravier, fait un feu, et allongé nos sacs de couchage autour des flammes. Nos pieds étaient tournés vers le feu, nos têtes appuyées sur nos sacs. Le ciel, au-dessus de nous, était parfaitement clair, un vide constellé d'étoiles. On ne parlait plus depuis un moment, bercé par le crépitement du bois et le bruissement de la rivière. C'est alors que j'ai senti un choc sourd à ma gauche, juste à côté de mon bras. Pas un claquement sec comme une branche qui tombe, mais un vrai bruit, lourd, mat. J'ai levé la tête, vaguement agacé, croyant que mon père m'avait lancé un caillou pour plaisanter. Avant même que je puisse dire un mot, un autre est tombé. Un projectile assez gros, peut-être la taille d'un poing fermé, qui a heurté le sol à quelques centimètres de mon visage avant de rouler dans les braises. Je me suis redressé, le cœur battant, et j'ai dit d'une voix tendue, « Tu peux arrêter, sérieux? Tu vas finir par me le planter dans la figure. » Mon père s'est redressé à son tour, trop vite, les yeux agrandis par la surprise. « C'est pas moi. Je croyais que c'était toi. » On s'est regardé quelques secondes sans rien dire. Puis, d'un même mouvement, on a tourné la tête vers la forêt. La lisière des arbres était loin, beaucoup trop loin pour qu'on puisse distinguer quoi que ce soit. Entre nous et eux, une large bande de sable et de galets luisait sous la lune. Aucun bruit, aucun mouvement. Un autre caillou est tombé, cette fois un peu plus loin, avec un bruit sec. Puis plus rien. On est resté assis longtemps, l'oreille tendue, la gorge serrée, essayant de comprendre. Si quelqu'un lançait ses pierres, il fallait qu'il soit sacrément fort pour atteindre la rivière depuis la forêt. Et s'il y avait quelqu'un, pourquoi ne pas s'approcher? On a fini par ranimer le feu, sans oser le dire à voix haute, aucun de nous ne voulait s'endormir. Le lendemain matin, la lumière grise du jour rendait tout plus banal. Les roches étaient bien là, dispersées autour du feu, mais aucune trace de pas, rien d'anormal sur le sable humide. Quand j'étais enfant, j'adorais feuilleter mes livres illustrés. C'étaient mes petits mondes, pleins d'animaux souriants et de maisons colorées. Pourtant, parfois, quelque chose se glissait entre les pages, quelque chose qui n'avait rien à faire là. Ce n'était jamais visible d'un simple coup d'œil. Il fallait que je tourne la page pour que ça apparaisse, puis dès que je revenais en arrière, tout avait disparu. Au début, je croyais que c'était mon imagination, mais c'était trop net pour être un simple jeu de mon esprit. Alors j'avais pris l'habitude de tourner les pages lentement, comme si j'essayais de surprendre le livre en flagrant délit. Quand j'appelais ma mère ou mon frère, ils ne voyaient rien. L'image redevenait normale, propre, joyeuse. Je me souviens surtout d'un de ces livres, un de la série Little Critters. Je connaissais cette histoire par cœur. Mais ce jour-là, quand j'ai tourné la page, tout était différent. La maison était délabrée, les murs ternes, les jouets cassés traînaient au sol. Les parents, habituellement souriants,
se disputaient avec des visages tordus par la colère. Le bébé, étendu sur le tapis, hurlait sans qu'on s'en occupe. Et le petit héros, celui qu'on voyait toujours rire ou faire des bêtises, était assis en bas de l'escalier, les mains sur les oreilles, le regard vide. J'ai eu la chair de poule. J'ai refermé le livre d'un coup, puis je l'ai rouvert. Tout était redevenu normal. Les couleurs vives, la maison impeccable, la famille heureuse. Personne n'a voulu me croire quand j'en ai parlé. On m'a dit que j'avais dû rêver ou mal voir. Mais ce n'était pas la première fois. Et chaque fois, c'était un autre détail, une autre page, comme si le livre cachait quelque chose qu'il ne voulait montrer qu'à moi. C'était pendant une soirée dans notre appartement, un de ces rassemblements où tout le monde parle fort, rit trop, et où l'air devient lourd de chaleur et de musique. Nous étions une vingtaine entassés dans un 3 pièces. Le salon débordait, la salle de bain était en file d'attente, et le seul endroit encore un peu calme, c'était la cuisine. C'est aussi là que les choses étranges se sont produites. Le premier à être touché, c'était un ami à nous, plutôt tranquille d'habitude. Il était appuyé contre le comptoir, une bière à la main, en train de discuter, quand soudain il s'est raidi d'un coup. Plus un mot, plus un geste. Son corps s'est penché en avant et il s'est écrasé contre le mur. On l'a rattrapé de justesse. Ses yeux étaient ouverts, mais vides, comme s'il n'était plus là. On l'a secoué, appelé, et après quelques secondes il a cligné des yeux, pris une grande inspiration, et a dit d'une voix pâteuse qu'il venait de se réveiller. Il n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Il est parti sans un mot de plus, visiblement perturbé. La soirée a repris, un peu tendue, mais sans incident pendant un moment. Environ 3/4 d'heure plus tard, un autre ami est arrivé, sans rien savoir de ce qui s'était passé. Il s'est installé dans la cuisine, de l'autre côté cette fois, près du frigo. 5 minutes à peine après son arrivée, la même chose s'est produite. Il a commencé à chanceler, son corps s'est figé, puis ses genoux ont cédé. Sauf que cette fois, son torse est resté collé au réfrigérateur, comme si quelque chose le retenait. On a dû le tirer pour le décoller. Quand il a repris connaissance, il a eu la même réaction, désorienté, la tête lourde, et cette impression étrange de s'être réveillé d'un long sommeil. Il s'est allongé dans une chambre et a dormi pendant 4 heures d'affilée, sans qu'on puisse le réveiller. Quand il s'est levé, il semblait parfaitement normal, mais incapable de se souvenir de ce qui s'était passé. Aujourd'hui encore, je parle parfois avec lui. Chaque fois que je lui reparle de cette soirée, il me regarde sans comprendre. Il dit qu'il ne se souvient pas avoir perdu connaissance, ni même qu'on en ait discuté. C'est comme si ce moment n'avait jamais existé pour lui. Ce qui m'intrigue le plus, c'est que c'est toujours la cuisine. 2 personnes, 2 endroits presque identiques dans la même pièce, à quelques mètres d'intervalle. J'avais fait un rêve étrange, précis au point d'en devenir troublant. Dans ce rêve, j'étais au lycée, assis avec mes amis dans la cafétéria avant les cours, comme chaque matin. L'un d'eux, un ami proche, s'était approché de moi avec un air grave et m'avait dit « Viens marcher avec moi, faut qu'on parle ». C'était une phrase inhabituelle venant de lui, ce qu'il avait gravé dans ma mémoire onirique. On avait quitté la cafétéria, longé le couloir principal, pris la première à droite, puis continué jusqu'à un coin tranquille. Là, il m'avait annoncé que ma copine allait rompre avec moi. Le rêve avait ensuite sauté à un moment plus tardif, lui et elle étaient ensemble. Quand je me suis réveillé, tout était encore limpide dans ma tête, les gestes, la lumière du couloir, même la couleur de son sweat. J'avais secoué la tête en me disant que c'était juste un de ces rêves étrangement réalistes. Le lendemain, en arrivant à l'école, j'ai eu cette impression dérangeante de déjà-vu. Tout se déroulait exactement comme dans mon rêve, mes amis à la même table, les mêmes rires, les mêmes bruits de plateau. Et puis lui, portant ce même sweat bleu, qui s'approche et me dit, mot pour mot, viens marcher avec moi, faut qu'on parle. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je l'ai suivi dans le couloir, jusqu'au virage à droite.
Tout était identique, le bourdonnement des néons, l'odeur de désinfectant, la porte entr'ouverte d'une salle de classe. Avant qu'il puisse finir sa phrase, je l'ai coupé, elle va rompre avec moi, c'est ça. Il s'est arrêté net, l'air surpris. Après un silence, il a simplement hoché la tête. J'ai ajouté, et vous deux, vous allez sortir ensemble. Là, il a éclaté de rire, niant catégoriquement. Pourtant, quelques semaines plus tard, ils étaient ensemble. Je me suis toujours dit qu'il devait y avoir une explication logique. Mon esprit avait sans doute capté des signes, des gestes, des tensions entre eux. Je m'étais couché comme d'habitude, mon téléphone branché à son chargeur. Le câble était tiré jusqu'à mon lit grâce à une rallonge, posée sur la couverture. C'était ma routine depuis des mois, le seul moyen pour que le fil atteigne mon oreiller. Tout semblait normal. Le matin, en ouvrant les yeux, j'ai tout de suite remarqué que quelque chose clochait. Mon téléphone n'était plus là. Le chargeur reposait sagement sur la couette, la prise encore connectée à la rallonge, mais le téléphone avait disparu. Au début, je n'ai pas paniqué. J'ai pensé qu'il avait glissé entre les draps ou qu'il était tombé sur le sol pendant la nuit. J'ai cherché partout. Sous le lit, derrière les oreillers, même dans les vêtements que j'avais laissés sur la chaise. Rien. Après 1 heure, je commençais à perdre patience. J'ai écrit à mes amis sur Facebook, ceux qui étaient passés la veille. Peut-être que quelqu'un l'avait pris par erreur ? Tous m'ont juré qu'ils n'y avaient pas touché. C'est alors que j'ai pensé à Find My iPhone. Je me suis connecté depuis mon ordinateur, j'ai lancé la commande pour faire sonner le téléphone. Un bip aigu a retenti, lointain mais distinct. Il venait de la maison. J'ai d'abord cru que le son provenait du salon, puis de la cuisine, mais plus j'avançais, plus je sentais la vibration venir d'un endroit auquel je ne pensais jamais. La chambre d'amis. Celle dont la porte restait presque toujours fermée. J'ai hésité un instant avant d'appuyer sur la poignée. À l'intérieur, la pièce baignait dans la lumière du matin. Le lit était fait, comme toujours, personne n'y avait dormi depuis des semaines. Et pourtant, là, au centre du couvre-lit, exactement à l'endroit où je dépose mon téléphone chaque soir sur mon propre lit, il était posé. J'ai eu un frisson en le ramassant. Il n'y avait aucun signe qu'on l'avait déplacé avec précaution, aucune trace, rien de déplacé autour. Je n'ai jamais fait de somnambulisme, et il aurait fallu traverser tout le couloir, ouvrir 2 portes et brancher le téléphone sur un lit identique au mien. Il y a une semaine entière de ma vie dont je n'ai absolument aucun souvenir. Et pourtant, d'après tout ce que ma famille m'a raconté, c'est une période que je devrais me rappeler. J'avais entre 12 et 15 ans, et je souffrais de saignements de nez constants. Pas de simples petites gouttes, mais de véritables torrents. Le genre de saignement qui tache les vêtements, qui te fait tourner la tête et te laisse épuisé. Le médecin avait fini par m'expliquer que j'avais un vaisseau sanguin trop proche de la surface dans la narine gauche. Il suffisait d'un peu d'air sec pour que ça cède à nouveau. La solution, d'après lui, était simple, cautériser le vaisseau. Une petite intervention, rapide, sans risque. Après ça, plus de saignement. Et en effet, depuis, ça ne m'est presque plus jamais arrivé. Le problème, c'est que je ne me souviens pas du tout de cette intervention. Rien. Pas du trajet jusqu'à l'hôpital, pas du moment où ma mère m'a dit qu'on allait y aller, pas même du bâtiment. Pourtant, je me souviens de presque toutes mes autres visites médicales, même les plus insignifiantes. Quand j'en ai reparlé à ma mère, elle m'a assuré que ça s'était bien passé. Que j'étais nerveux avant d'entrer, qu'il m'avait endormi, puis qu'on était rentré l'après-midi même. Mais dans ma tête, cette journée n'existe pas. C'est comme si on avait effacé cette semaine entière, pas seulement l'opération. Les jours autour sont flous, confus, comme une pellicule brûlée entre 2 scènes. J'ai d'abord pensé que c'était à cause de l'anesthésie, que mon cerveau avait simplement brouillé cette période. Mais il y a autre chose de dérangeant. De temps en temps, quand j'entre dans un hôpital ou que je sens une odeur de désinfectant,
j'ai cette impression étrange d'avoir oublié quelque chose d'important, quelque chose qu'on ne m'a jamais dit. Je rentrais chez moi en voiture, une journée ordinaire, sans rien d'inhabituel. La route était calme, le soleil tombait doucement derrière les arbres, et j'écoutais la radio sans vraiment y prêter attention. Puis, sans prévenir, j'ai aperçu quelque chose dans le coin de mon champ de vision, juste au-dessus du pare-brise, près du pare-soleil côté passager. C'était un visage. Pas une ombre, pas un reflet. Un visage d'homme, distinct, suspendu dans l'air comme une image projetée. Il me regardait directement, sans expression, les yeux fixes derrière une paire de lunettes étranges, anciennes, à monture épaisse et ovale. J'ai freiné brusquement, manquant de quitter la route. Le visage a disparu aussitôt, dissous dans le vide. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai vérifié les miroirs, cherché une explication rationnelle. Peut-être la lumière, un reflet d'un panneau, quelque chose sur la vitre? Mais rien n'expliquait cette netteté, cette impression glaciale d'avoir été observé. Le soir, j'en ai parlé à mon copain. Il m'a d'abord écouté en silence, un peu sceptique, jusqu'à ce que je commence à décrire les lunettes de l'homme. À ce moment-là, il a blêmi. Il s'est levé sans rien dire, a disparu quelques minutes, puis est revenu avec un vieil album photo qu'il a posé devant moi. « Dis-moi si tu le reconnais », m'a-t-il dit. J'ai feuilleté les pages, une à une, sans comprendre ce qu'il cherchait à me montrer. Et puis, en tournant une photo, j'ai senti mon estomac se nouer. L'homme sur la photo. C'était lui. Même visage, même lunettes. Mon copain m'a regardé longuement avant de murmurer que c'était son grand-père. Il était mort plusieurs années avant qu'on se rencontre. Et je n'avais jamais vu sa photo avant ce soir-là. La première fois, c'était il y a environ 5 ou 6 ans. J'étais à la plage, la nuit, avec des amis. On riait, on parlait fort, la mer faisait ce bruit régulier qui apaise tout. À un moment, j'ai pris un peu de distance pour répondre à un appel. J'ai marché peut-être une 50aine de mètres, juste assez pour ne plus entendre les autres. Et c'est sur le chemin du retour que c'est arrivé. Tout s'est mis à tourner d'un coup. Le sable s'est soulevé autour de moi comme s'il y avait une tempête miniature concentrée sur mon corps. J'entendais un sifflement aigu, un son métallique qui me transperçait les oreilles. Ça n'a duré que 3 secondes, peut-être moins, mais pendant ce bref instant, j'ai eu la sensation d'être ailleurs, comme aspiré hors du monde. Puis tout s'est arrêté net. Le vent, le son, la lumière. Tout. J'étais à nouveau sur la plage, le cœur battant, sans comprendre ce qui venait de se passer. J'étais sobre, j'avais à peine 13 ans. Et pourtant, ce souvenir est resté gravé dans ma tête comme quelque chose de profondément réel. La deuxième fois, c'était plus étrange encore. Je dormais sur la couchette du haut de notre lit superposé. J'ai fermé les yeux en haut, dans le noir, et je me suis réveillé le matin sur le lit du bas. Aucune trace de chute, rien de déplacé, pas le moindre bruit pendant la nuit. Comme si mon corps s'était déplacé sans que je bouge. J'ai essayé de trouver une explication logique, mais rien ne collait. La dernière expérience s'est produite il y a 3 ou 4 ans, pendant les vacances d'été chez ma grand-mère. Sa maison est ancienne, le genre de maison où chaque planche grince et où l'air garde une odeur de bois et de terre. La salle de bain est à l'extérieur, reliée à la maison par un couloir couvert, 8 mètres à peine, mais plongé dans la pénombre une fois la nuit tombée. Je venais de sortir de la salle de bain quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je me suis arrêté, pensant que quelqu'un rentrait. Puis j'ai vu passer devant moi une forme ronde et noire, rapide, silencieuse, qui a traversé le couloir d'un mouvement fluide avant de disparaître. J'ai figé sur place, incapable de respirer pendant quelques secondes. Quand je suis revenu vers la maison, mon cousin sortait justement à son tour pour aller à la salle de bain. Nous nous sommes arrêtés net l'un devant l'autre, et presque en même temps, nous avons dit « Tu as vu ça ?» Nos voix tremblaient. Il avait vu la même chose. Une sphère sombre, compacte,
se déplaçant à hauteur d'homme, comme si elle glissait dans l'air. Nous en avons parlé longtemps, sans jamais trouver d'explication. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.